Hello Esther, merci beaucoup de partager Bonjour. cet enregistrement avec nous. On va parler d'une thématique qui intéresse beaucoup les parents, qui interpelle aussi, je pense, de plus en plus les parents, l'accompagnement à l'allaitement. Donc, on est ravis de pouvoir t'accueillir puisque Esther, tu es formatrice, tu es consultante et tu es responsable du DU allaitement c'est ça, chargée de cours du DU allaitement. Chargée de cours. Non, 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 je suis pas responsable. J'ai fait donne des cours, voilà, c'est pas. Ah non, non, responsable. Oh mon Dieu, non. Je t'ai Non, non. promu. Je t'ai... Ah oui, non, super, super. Non, mais non, mon cours, il est sur les retours au travail en allaitant et toutes les possibilités. Donc, on parle autant donc de tir allaité, donc de se tirer de lait, mais on parle aussi de sévrage, de types de sévrage, partiel, la nuit, passer à l'allaitement mixte voilà, et évidemment, on parle de tire-lait. Oui, j'imagine. Super, super, super. Ouais, notre thématique du jour, ça va être aider les parents à faire la différence un petit peu entre tout ce qui existe en termes de services pour accompagner, soutenir l'allaitement. Puisque on le sait, il y a un besoin d'accompagnement plus auprès des parents qui peuvent se retrouver un petit peu démunis. C'est pas toujours facile un allaitement. Et il y a beaucoup de services donc qui voient le jour, mais qui répondent pas forcément exactement aux mêmes besoins, aux mêmes problématiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, voilà, les différentes problématiques qui doivent être redirigées vers les différentes personnes? Voilà, en fait, oui, en fait, la première problématique en fait, qu'il y a, c'est que dans notre monde occidental, merveilleux monde du XXIe siècle, tout ça, on s'est tellement détaché de la nature et en plus, il y a eu donc, les gros marketing de ce XXe siècle, pardon, qui a déplacé justement les connaissances culturelles de base de l'allaitement maternel. On se trouve qu'actuellement, les mamans, quand bon, les familles, parce qu'il peut avoir, évidemment, c'est pas qu'il y ait des mamans, donc les familles qui veulent allaiter, il se trouve qu'ils ne savent pas comment ça doit se faire. Une chose on le voit dans d'autres cultures qui est différente à la nôtre, où ça vient de source, où c'est quelque chose de naturel, la maman accouche, elle met le bébé au sein, et sauf dans des situations pathologiques, il n'y a pas besoin d'aide. En fait, les, c'est vraiment donc ce qu'on dit le village, non? C'est qui va accompagner cette maman et que déjà elle-même, elle a tellement de fois vu allaiter autour d'elle qu'on sait faire. Et on sait faire de façon normale dans notre culture. Nous, dans notre culture, on a perdu ça, on ne sait pas allaiter et du coup, on se trouve, les mamans, quand elles sont enceintes, elles se disent la plupart des fois, je voudrais allaiter si je peux. Oui, Je vais essayer. oui, je vais voir Je ne sais pas comment ça si se ça passe. va se faire. Et quand de façon naturelle, alors moi je suis biologiste généticienne, j'étudie beaucoup, c'est ma passion aussi, tout ce qui est l'évolution humaine en tant qu'espèce animale. On est des humains, mais on est des animaux quand même. Si une espèce animale a des doutes, ou ça ne marche pas, ou au bout de 2 mois, tu n'as plus de lait, il y a une extinction de l'espèce disparaît. Donc, c'est pas normal, c'est pas logique que ces problèmes d'allaitement se donnent à si grand nombre. Donc, en fait, c'est parce que c'est culturel. On a perdu de savoir-faire. Et on a déjà, si je me place aussi en tant que maman, ces doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Au lieu de dire, mais bien sûr, je suis capable. Oui. On ne se pose pas de questions sur notre cœur. On ne dit pas, est-ce qu'il va battre mon cœur? On ne se pose pas de questions. Pourquoi à notre organe, on aurait des doutes? Et quand même, on a des doutes. Ça, c'est le premier problème qu'on a. C'est un très bon exemple, l'exemple du cœur. Oui, et puis je pense que pour beaucoup d'entre nous, finalement, parfois nos mères, nos tantes, nos amis ont eu des difficultés. Donc ce qu'on voit, c'est beaucoup des personnes qui n'ont pas allaité ou qui ont eu du mal.
Et j'imagine que, du coup, c'est ce que tu disais, c'est important de voir des personnes allaitantes autour de nous pour, même pour, voilà, acquérir les gestes, savoir comment ça se passe, en fait, Oui, concrètement. tout à fait. Et surtout, dès qu'on est petit, parce que le regard d'un enfant, il va avoir beaucoup plus de détails, il va intégrer beaucoup plus en naturalité, comme tu dis, les gestes, qu'en étant adulte, on a déjà trop de filtres Oui. et on ne va pas acquérir pareil. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est une culture d'allaitement qu'on a perdue et que ça fait aussi, là, ça a été tout lié aussi, c'est que le professionnels de santé, les professionnels qui travaillent en maternité, le pédiatre, les sages-femmes, le puéricultrice, toutes les personnels qui est autour de la famille allaitante, ils ont aussi pas assez de formation parce que au bout d'un moment, il n'y avait pas assez de demande, voire il y avait cette idée de que oui, c'est mieux la préparation artificielle. Alors attention, je ne suis pas contre, c'est un outil qui peut servir, mais il faut savoir l'utiliser. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'on dit c'est mieux l'artificiel et qu'il n'y a pas de formation. Du coup, les mamans qui vont allaiter se trouvent qu'elles ne peuvent pas allaiter. L'effet contraire aussi, c'est pas bien non plus. Si maman ne veut pas allaiter, on est dans le 20e siècle en France, on a le choix. Oui. Donc, on ne va pas non plus oublier. Mm. Je tiens toujours à le dire parce que pour moi, la personne la plus importante, c'est toujours la maman. C'est toujours le bien-être de cette maman et c'est toujours écouter ce qu'elle a envie de faire. Oui, ça tout part de coup, hein. Oui. Donc, du coup, une maman qui a envie de faire un allaitement mixte, elle peut avoir ses raisons et on va parler avec elle et c'est son choix. Et c'est son choix. Et autre chose, c'est qu'une maman dise, j'ai vu, c'est vrai, parce qu'en fait, on ne peut pas allaiter plus que 3 mois. On va en parler. Oui. C'est vraiment un choix ou c'est quelque chose qu'on lui a mis. En fait, après, cette maman, dans quelques années, elle va découvrir qu'en fait, on peut allaiter plus longtemps et elle va se sentir mal parce que si j'aurais su. Oui. Pour moi, l'important, c'est que le choix soit informé, que la maman sache et après, c'est elle qui décide. Oui, et éviter le fameux si j'avais su, parce qu'on l'entend beaucoup dans l'éducation des enfants au sens large, dans l'allaitement et dans d'autres sujets aussi. Si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Voilà, et c'est ça qui est important. Après, moi, je dis toujours, au moment où vous avez pris une décision, vous avez des informations, vous avez des connaissances et vous avez pris toujours la bonne décision par rapport à la connaissance et à l'accompagnement que vous avez. Donc, il n'y a pas de regrets, de culpabilité. C'est toujours la bonne décision. Actuellement, vous avez d'autres connaissances et même les personnes qui vous accompagnent savent d'autres choses parce que tout évolue aussi. Oui. Et actuellement, vous êtes en situation de prendre une autre décision. Moi, je trouve vraiment très dommage ces regrets qui sont tout à fait légitimes et qui aussi souvent, je trouve, à devoir accompagner parce que aussi des fois les mamans se disent cette fois il faut que ça marche. Le premier j'ai pas pu, cette fois il faut que ça marche et ça crée aussi une pression en plus pour cette maman. Oui, c'est vrai que les échecs d'allaitement, finalement, je pense souvent on peut parler quand même de deuil de l'allaitement. C'est pas rien, en fait, quand on s'imagine, on se projette avec un bébé à l'allaiter plusieurs mois et que finalement ça marche pas au début. C'est quand même quelque chose de difficile à traverser pour une maman pour qui c'est important. Oui, tout à fait. C'était très important. Du coup, alors, la question, en fait, c'était... J'ai commencé à parler. Pardon. C'était par rapport aux différents professionnels qui peuvent accompagner à ces femmes qui veulent allaiter. Alors, j'ai déjà dit, les professionnels de santé qui souvent ne sont pas assez formés. Et en fait, ils sont vraiment très, très, très peu formés. Vraiment. Surtout en sachant que c'est des professionnels de santé qui vont être avec la maman du moment où elle va accoucher. Et en fait, les premières heures, j'allais dire le premier jour, mais même les premières heures de l'accouchement, après l'accouchement, sont vraiment très importantes pour démarrer bien et que l'allaitement continue. Oui. Et
malheureusement des mauvais conseils. Je ne dis pas qu'ils le fassent en mauvaise foi. Non, non, c'est juste qu'ils ne sont pas formés et ils croient savoir par rapport à l'expérience, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe après. Oui. Et après, en fait, ces conseils qu'ils ont donnés ne permettent pas une continuité de l'allaitement. Et du coup, la maman se trouve que de moins en moins de lait. Qu'est-ce qui se passe et des allaitements qui ne marchent pas bien. Bon, il y a plein d'exemples que je pourrais donner parce qu'il y a plein de choses, mais c'est très important, justement, ces personnels initial qui soient formés. Et après, évidemment, les personnes qui peuvent accompagner à côté et qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. J'ai une anti-sèche ici. C'est un article qui est apparu dans une revue qui s'appelle Le dossier de l'obstétrique en 2022, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont étudié l'état des lieux de l'enseignement initial à l'allaitement en France. Donc, tout ce qui est des écoles et des instituts de puéricultrices, des sages-femmes, les infirmières et les médecins. Et par exemple, en puériculture, pour celles qui veulent être puéricultrices, il dit qu'il y a une moyenne autour d'une dizaine d'heures. Mais ça pourrait être 2 et 25 heures. Donc, il y a des écoles où ils font que 2 heures. C'est fou. Il y en a d'autres qui font, c'est fou, qui ne font 25. Mais bon, la moyenne est une dizaine. Pour les étudiants de sage-femme, c'est celles qui ont le plus d'heures d'enseignement et c'est entre 20 et 30 heures. Et pour les étudiants de médecine, attention, parce que souvent, c'est les pédiatres qu'on va demander, entre 2 et 6. Oui. Mais malheureusement, oui, j'ai une amie qui est médecin généraliste et qui m'a dit on a une demi-journée d'initiation et après elle a choisi de se former et de faire des heures en plus, mais c'était un choix et c'est un choix que tous les médecins ne font pas. Donc c'est vrai que le réflexe, c'est oui, pour beaucoup de parents, ça va être de se tourner vers le pédiatre. Parfois, c'est un très bon choix parce que la personne aura choisi de faire des formations en plus, mais il faut savoir que ça fait pas partie de la formation initiale, à quelques heures près. C'est fou. Oui, tout à fait. Après, bon, c'est très intéressant cet article, parce qu'après aussi, ils ont regardé quel type de contenu a cet enseignement. Et par exemple, c'est une chose qui m'avait marqué énormément. Donc, il peut y avoir épidémiologie, anatomie, besoin de nouveau-nés, etc. Mais il y a un truc qui s'appelle soutien social aux parents. Et en fait, les étudiants de médecine, ils ont zéro. Ils ont quoi, pardon? On a une micro-coupe. Ils n'ont pas de soutien aux parents. Donc, en fait, disons que le fait des soutiens, l'écoute des parents, etc., ça, en médecine, ils n'en ont pas. C'est quelque chose que les parents et que les mamans qui viennent d'accoucher, elles ont besoin de ça. Et c'est pour ça, justement, ça existe de plus en plus les doulas, les accompagnants en parentalité. Parce que, justement, entre que les pédiatres n'ont pas ce type de formation, pareil, sauf s'ils veulent la faire. Oui. Ou bien autant sages-femmes que puères ou que les infirmières, ils n'ont pas le temps non plus parce qu'ils doivent regarder 30 chambres en 2 heures et ils n'ont pas le temps. Oui. C'est difficile et il y a besoin de que, en fait, au début d'allaitement, on leur dit aux étudiantes, il faut prendre son temps et malheureusement, c'est le temps du bébé, c'est le temps où le bébé va être prêt pour téter ou qui va mettre son temps à attraper le sein. Et ça se fait pas en 5 minutes. Ça se fait pas en 5 minutes. Un bébé qui vient de naître, il est capable de prendre le sein par lui-même. Et justement, s'il prend le sein par lui-même, on sait que ça va être la meilleure prise qu'il va jamais faire. Et il va retenir cette façon de prendre le sein. Et comme on n'a pas le temps, parce qu'en fait, il y a plein de mamans qui sont au point de coucher et il va falloir la passer vite à la salle pour la salle. Voilà. En fait, ce qui se fait, qu'on prend le bébé,
On prend le sein de la maman, hop, on les met dans la bouche. Comme un biberon. Oui. Et là, voilà, ce bébé, il n'a pas pris de lui-même, donc il peut, je ne dis pas que ce soit 100%, mais il peut entraîner justement après des soucis. Oui. Oui. Et ça, on peut le faire qu'avec de la formation de ces personnels qui est accompagnant la maman. Bien sûr. Il faut que ces personnels se forment et qu'ils sachent faire ça. Bien sûr. Après, pas tout le monde peut être consultante en lactation. Pas tout le monde a envie d'être consultante en lactation. Parce que devenir consultant, c'est quand même beaucoup d'heures. Oui. Alors, il y a deux façons en France de devenir consultante en lactation. Donc, il y a les consultantes certifiées IBCLC. Les consultants certifiés IBCLC, c'est c'est une certification, c'est-à-dire c'est une façon d'assurer que cette personne a alors 14 matières à niveau universitaire sur l'anatomie, sur le développement, sur toute une série de choses. Évidemment, si cette personne, c'est personnel de santé, directement, il n'a pas démontré qu'il a ces 14 matières, parce que dans le personnel de santé, ils les ont inclus. Mais sinon, il faut qu'elle démontre ces 14 matières. Il faut qu'elle démontre qu'il y a une formation exclusivement d'allaitement alors que je ne me trompe pas, 95 heures minimum en allaitement dans les dernières 5 ans. Donc, actualisé. Il faut aussi entre 5 et 10 heures de ce qu'on appelle l'écoute active, le relationnel avec la maman, parce que justement, c'est très important ce que je viens de dire, comment on dit les choses, comment on écoute, comment on arrive à comprendre ce qu'elle a besoin, cette femme. Et après, il faut aussi certifier 1000 heures de travail avec des mamans allaitantes. On démontre tout ça, on passe un examen et on a cette certification. Bon, on paye parce que ça, c'est pas gratuit. Et on passe la certification et du coup, on peut dire je suis consultante en lactation certifiée IBCLC. C'est une certification internationale, c'est ça, c'est la même. C'est exactement. Donc, en fait, on peut avoir passé cette certification n'importe dans quel pays du monde. Les niveaux doivent être les mêmes. C'est les matières universitaires, les heures d'apprentissage en allaitement, l'accompagnement et les heures de travail d'expérience. En fait. Et l'examen qui est exactement le même, sauf que traduit dans les langues. Et donc voilà, ça c'est des façons. Après, c'est quelque chose qui n'est pas un diplôme, c'est un diplôme, c'est une certification internationale. Donc, ce n'est pas un diplôme comme peut être un diplôme de sage-femme ou un diplôme. C'est une certification. Et après, il y a les diplômes universitaires d'allaitement, qui sont des diplômes qui font dans les universités. Il n'y en a pas beaucoup en France. Alors, il y a le premier qu'il y a eu, je crois, c'était celui de Lille. C'est un diplôme interuniversitaire. En allaitement. C'est entre Lille et Brest. Je ne veux pas dire des bêtises parce que c'est entre deux universités. Je dis souvent des bêtises à ce niveau-là. Les diplômes universitaires de Marseille, donc là où je donne des cours, et je ne suis pas la coordinatrice, c'est Pascal Asmer, la coordinatrice. Encore Il va me tuer, Pascal. Bon. Donc, et c'est un diplôme donc, de l'Université de Marseille. Et après, il y a d'autres diplômes, des spécialités de diplômes universitaires qui sont à Toulouse ou à Grenoble. Ce ne sont pas exclusivement d'allaitement, mais c'est des diplômes qui ont des matières en option. Et en fonction du parcours, on peut considérer que cette personne a ça. Alors, les diplômes universitaires sont... Alors, je crois qu'entre 130 et 150 heures, si je ne dis pas des grosses bêtises, de formation en allaitement. Alors,
pour ce qui est celui de Marseille, il y a des stages aussi avec des stages, des petits stages avec des consultantes pour accompagner, voir comment ça se passe, les consultations et tout ça. Mais voilà, et après, donc à la fin, il y a des examens et donc les étudiants sortent avec un diplôme universitaire des spécialités. Donc à Marseille, il y a évidemment, il y a des sages-femmes, il y a des puères, il y a des kinés, il y a des ostéopathes, il y a des pédiatres aussi. Donc, c'est vraiment une spécialisation qu'ils ont envie de faire pour mieux accompagner les parents. Donc, ça, c'est les deux façons d'être consultante en allaitement ou consultante en lactation en France. Donc, vraiment, les gens qui ont étudié l'allaitement en profondeur avec voilà, les différents niveaux de la naissance jusqu'au sévrage, avec bon, les pathologies, voilà, tous les soucis qu'il peut avoir. Et après, voilà, on a tout un tas de formations qui sont apparues un peu partout et qui souvent sont un peu, comme on a vu dans les instituts qui font des formations de 14 heures, de 20 heures. Mais moi, personnellement, je trouve que 14 ou 20 heures d'allaitement ne sont pas suffisantes pour se dire je peux accompagner des allaitements. Ça peut nous permettre d'avoir une idée supérieure à ce qu'on a de façon culturelle, mais on passe à côté de trop de choses. Vraiment, on passe à côté de beaucoup, beaucoup trop de choses. Si tu me permets, je peux expliquer un peu une idée que j'ai parlé déjà avec plusieurs personnes. Parce que, alors, allez, je parle, bon, moi je suis originaire, je suis catalane, donc en Espagne et aussi dans les pays de l'Amérique latine, on a une figure qui s'appelle assessora. Et ça, si je le traduis, c'est consultante, mais c'est pas possible parce que les consultantes, c'est autre chose. Là, on a les assessora, c'est une sorte d'experte, et les consultantes. C'est pas la même chose. En France, c'est le même mot, donc du coup, je sais pas trop si traduire avec conseillère, peut-être, je sais pas. J'ai dit femmes parce que la plupart du temps, c'est des femmes. Souvent, soit ils ont étudié, soit c'est des mamans qui ont voulu apprendre pour accompagner d'autres mamans. Et ça se passe aussi en France avec les super travail qu'ils font les associations d'allaitement. Vraiment, ils font un super travail. Et ces cours pour devenir ça, normalement, ils ont un minimum de 40-45 heures. Donc, on est déjà dans la moitié des heures pour devenir consultant. Donc, déjà, même à un bon niveau. Parce qu'ils vont toucher plein de choses. Ils vont avoir des idées pour détecter quand il y a un souci. Et en plus, les formations laissent bien clair de t'arrives jusqu'à là. À partir de là, tu appelles la consultante. Mais tu peux voir que cette maman a besoin de la consultante. Et en fait, quand quelqu'un a un niveau de 40-45 heures, on voit qu'il va faire des accompagnements très bien des mamans et ça permet aussi aux consultantes, justement, de s'occuper des cas auxquels elles sont expertes, des cas vraiment où il y a un besoin, où il y a une pathologie, où il y a... c'est pas qu'un accompagnement. Ça fait très plaisir d'accompagner des mamans. Ça fait vraiment, c'est merveilleux. Mais moi, ça me fait mal au cœur de fois une maman qui m'appelle et que je me dis, purée, cette maman, elle n'a pas besoin de payer ce qui coûte une consultation d'allaitement avec une consultante. Parce qu'en plus, les consultations sont remboursées. Et moi, ça me fait mal au cœur de penser que si cette maman, elle aurait justement une conseillère, voir dans une association avec des conseillères, parce que souvent les conseillères sont dans des associations. Ça permet justement, en fait, ces conseillères, ils prennent justement les rôles, ils prennent les connaissances qu'on a perdues d'une façon culturelle. C'est pas qu'ils apprennent des choses à niveau
Non, ils apprennent ce qu'on devrait savoir en tant que culture d'allaitement. Et, ils font un travail fantastique. Les conseillères aussi, il faut faire payer, ils ont ces petites consultations, mais ça serait justement en tant qu'accompagnante parentale et conseillère, je fais des consultations, je fais aussi, je sais pas, l'accompagnement parental, il y en a tellement, des portages, des massages, de l'ADME, il y a plein de choses. Mais pour moi, dans ma façon de voir, et on en a parlé en plusieurs reprises avec des professionnels de l'allaitement, que ça serait bien qu'on se rende compte qu'avec 10, 15, 20 heures, il n'y a pas suffisant il n'y a pas de connaissances pour accompagner des allaitements. Oui, et aujourd'hui, en France, c'est pas du tout un métier réglementé. Donc, il faut savoir que n'importe qui peut se dire conseillère en allaitement. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi de formation de diplôme spécifique. Donc, il y a un petit point de vigilance à avoir quand même pour les parents, surtout s'il y a une pathologie, surtout si on sent que vraiment il y a un problème. Peut-être que ça vaut le coup de passer de suite à l'étape de la consultante s'il y a vraiment quelque chose qui bloque. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que dans le cas des conseillères, quand tu as un peu de douleur, parce que souvent, la plupart des fois, c'est j'ai mal quand j'allaite. C'est vrai que 80% des cas, il y a une mauvaise position, un mauvais positionnement, une mauvaise prise, et ça, c'est solution. Oui. Voilà, en faisant ce qu'il faut faire dans chaque cas. Mais souvent, les conseillères, les assessoras sont formées pour ça. Oui. Et ça donne aussi un empowerment à la maman de dire c'est moi qui ai su faire en fait. Parce qu'en réalité, c'est pas aux professionnels de prendre le bébé et le mettre en place. Oui. Moi, par exemple, je touche pas. Oui. J'ai pas touché. J'ai ma poupée démo. Et je me place à côté de la maman et je positionne ma poupée démo. Alors, vous essayez comme ça. Qu'est-ce qui vous en dit? Est-ce que comme ça, vous vous sentez bien? Et c'est la maman qui va positionner son bébé à sa façon. Oui, parce qu'en plus, une fois qu'on est parti de la consultation, on n'est plus là pour remettre le bébé et le repositionner. Donc, voilà. Alors que si elle l'a fait elle-même, elle est capable de le reproduire après et c'est plus facile. Exactement, c'est ça. C'est que, et ça, c'est par exemple, c'est une des premières choses qu'on explique aux étudiantes qui veulent se former pour être consultantes dans les DU. Il faut que vous sachiez que c'est la maman. Moi, dans mes formations aussi, c'est la maman, c'est écouter la maman et c'est elle. Après, il va y avoir des moments où il va falloir, je ne dis pas qu'on ne va jamais toucher, non, il y a des moments où la maman est vraiment très perdue, il y a des mamans qui sont vraiment, ils ne savent pas, ils sont tellement dans un état, parce que les hormones après l'accouchement, on sait comment elles sont, et ils ont besoin qu'on les montre une première fois. Mais à ces moments-là, on le montre, et après, c'est pour ça que les consultations sont longues. Oui. On attend, on parle avec elle, on touche d'autres sujets. Et la prochaine fois, maintenant, essayez vous-même de le faire comme j'ai fait tout à l'heure. Chaque maman a sa façon. Mais c'est très important, c'est que c'est la maman qui a la force, qui a les capacités, c'est elle. En fait, notre travail, c'est surtout de donner à la maman le powerful, empowerment. Yes, we can. Oui, lui faire prendre conscience que c'est entre ses mains et qu'elle est capable de le faire et qu'il n'y a pas de raison aussi. Parce que souvent, on démarre... On l'a fait pendant des milliers d'années d'histoire de l'évolution humaine, on l'a fait. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison si elle n'a pas une pathologie qui se donne une fois toutes les... Oui. Complètement. Ça marche. Donc, en fait, on a, si je résume, on va dire deux grandes catégories. Il y a les facilitatrices en allaitement, les conseillères en allaitement, je sais pas si on dit coach en allaitement, mais voilà, tous ces services d'accompagnement à l'allaitement qui peuvent se faire soit de façon payante, soit par le biais de certaines associations qui, comme tu dis, sont très actives sur le territoire. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est une grande catégorie.
Et ensuite, pour tout ce qui est plus pathologie, il va y avoir les consultantes en lactation qui, elles, sont en mesure vraiment d'accompagner de A à Z, c'est-à-dire de façon vraiment 360 sur Oui, tout tout ce qui à est lié fait. à la lactation. Okay. Tout à fait. Et après, bon, malheureusement, comme il n'y a pas de régulation sur le sujet, c'est vraiment à la maman Ouais. d'aller chercher. Donc, quand il y a quelqu'un qui se dit, je fais des consultations d'allaitement, c'est justement aux mamans de demander quelle formation à cette personne. Est-ce que ça me convainc ou pas? Ouais. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Justement, la certification IBCLC a voulu faire ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se dire je suis IBCLC si on n'a pas passé la certification. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Parce que justement, il y a les DU allaitement. Donc, on ne peut pas non plus dire il n'y a que ce système-là. Non, en France, il y a deux systèmes qu'on sait qui sont au placé. Après, à niveau conseillère, facilitatrice, les facilitatrices d'allaitement, oui, j'avais oublié ces noms, ils sont vraiment top. Celles que je connais qui ont suivi les formations de facilitatrices, vraiment, c'est une très bonne formation aussi. Mais c'est à la maman d'aller voir combien, pourquoi ils se sont formés, parce que comme je te disais tout à l'heure, malheureusement, moi aussi j'ai fait des formations qui font 14 heures, 12 jours de formation. Ils sont des formations spécifiques sur un sujet. Si je fais une formation, je peux faire une formation, j'ai une formation en fait pour les crèches, pour le personnel des crèches ou pour les assistantes maternelles, pour accueillir des enfants allaités. Et évidemment, dans ces 12 jours de formation, il va y avoir une introduction à l'allaitement, forcément. Mais ces personnes, en fait, ils vont être formées avec une base. On sait ce que c'est l'allaitement. On sait à très grosso modo, mais quelqu'un qui a fait 14 heures c'est une introduction à l'allaitement. Et on ne peut pas dire que cette personne peut accompagner. En tout cas, voilà, de point de vue. Non, bien sûr. Bien sûr. Et après, les métiers, comme on disait, les conseillères, les facilitatrices, etc., elles peuvent servir de guide, notamment pendant la grossesse, pour avoir un petit peu les bases, savoir comment ça va se passer, orienter. Tout à fait. Une facilitatrice d'allaitement, une conseillère d'allaitement qui a fait justement, comme je t'ai dit, pas que 10-15 euros, 15 heures, qui a fait déjà, comme je disais, au minimum de 40-45 heures, et peut préparer à des allaitements, mais d'une façon merveilleuse, parce qu'en plus, elle va avoir des questions qu'elle va pouvoir répondre. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, c'est ça, quand on accompagne une maman, c'est pas que savoir, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. C'est aussi avoir plein de ressources pour quand cette maman me pose cette question, je sais ce que je dois lui répondre. Oui. Et je sais vers où l'orienter, en cas de besoin. Voilà, tout à fait, savoir que, quand il y a ces soucis-là, plutôt ostéo, ou plutôt kiné, ou plutôt ORL. Oui. On peut savoir vers où. Quand on a fait 15 heures, malheureusement, ça, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. En fait, il n'y a pas le temps d'apprendre tout ça. Oui. C'est des choses très efficace, c'est pas magique. Ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est très bien déjà, parce qu'au moins, on ne va pas dire des grosses bêtises. On va pas... Certains médecins déjà sur le sujet, mais ça peut venir, voilà, pour les personnes qui sont doula par exemple, ça peut donner quelques clés pour mieux comprendre les personnes qu'elles vont accompagner, etc. Mais c'est insuffisant pour en faire une prestation, un service à part entière, à faire des séances. Exactement. Exactement. Donc, ça permet justement, ça c'est exactement ça, c'est que oui, c'est quelque chose qui va permettre de pas poser un problème, cet allaitement, mais pas en temps de faire des consultations parce qu'il n'y a pas assez. C'est surtout que les mamans, les papas, les sachent qu'il faut quand même regarder à qui on a affaire à côté, en face, à côté. Moi, j'ai dit à côté parce que j'aime pas parler en face. J'aime pas mettre la table. Moi,
Je me mets à côté. Maman, je me mets à ton côté. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pleurer? Je te fais un câlin. C'est bon. C'est vrai que On rigole. Mmh. Mais c'est vrai, c'est, Mmh. j'écoute. Oui. C'est pas mon fils, Mmh. c'est pas ma famille, c'est pas mes nuits, parce qu'en plus il y a ça aussi, les nuits. Mmh. Et non, mais ce que j'ai fait moi avec ma maternité, c'est ah, mais regarde-moi. Mmh. Oui, et d'où le besoin, comme tu dis, de pas juste se former sur la physiologie de l'allaitement, comment ça marche, etc., mais aussi sur l'accompagnement, l'écoute active. Oui, Et parce qu'on n'est pas là, dans ce cas-là, on demande bientôt, on sera remplacé par par des robots et l'intelligence artificielle, mais ça ne remplacera pas ça, ça remplacera pas l'écoute, le soutien, l'accueil. Et donc on n'est pas là juste pour être des robots qui donnent de l'information, qui répondent à des questions. Il y a aussi juste le côté humain aussi qu'il faut qu'on garde et qui est important. Il faut pas qu'on l'oublie dans les formations. Mm. oui, exactement. Ça, c'est très, très important, hein. Il y a pas longtemps hein, que dans la formation, la certification IBCLC, il y avait cette exigence d'écoute. Mm. Ça fait relativement un peu qu'ils l'ont mis. Il y a, oui, je pense que ça fait peut-être 3-4 ans. Oui. Avant, il n'était pas obligatoire. Mm. Ils l'ont mis obligatoire. J'ai dit peut-être c'est 5 ans, hein, parce que moi, au bout d'un moment, je ne sais plus en quelle année Mm. je vis. Mais ça fait pas longtemps. Avant, c'était pas obligatoire. Et je m'en souviens, ça fait relativement peu. Ils l'ont mis obligatoire. Et en fait, je trouve que ça devrait être obligatoire, pas que pour l'allaitement. En médecine, ça devrait être Oui, obligatoire. bien sûr. Parce que quand on va voir un médecin et déjà on se sent écouté, Oui. on dirait que 50% de notre maladie est partie, quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand on va voir des personnes comme ça, des médecins, des sages-femmes, etc., c'est qu'on est déjà dans une position de vulnérabilité. Donc c'est hyper important voilà, ce qu'on donne, ce qu'on dépose, ça puisse être accueilli. Et je pense qu'on se souvient tous et toutes de un mot, une phrase, quelque chose qui a pu nous marquer à la maternité, que ce soit en positif ou en négatif. Mais en fait, c'est un vrai pouvoir hein, qu'ils ont, le personnel soignant. Comme je dis, en bien comme en mal, hein, mais c'est très très impactant, Oui, oui, ces oui, oui. petits moments, ces petites paroles. Et oui, et ça marque dans ces périodes-là de vie. Donc c'est très important, ouais, que tout le monde soit formé là-dessus. C'est une amie à moi, en fait, bon, c'est de la famille rallongée, voilà, belle-sœur, des belles-sœurs, des belles-sœurs. Quand elle a su que je faisais les études que je faisais, elle m'a dit, oh, mais tu connais un tel Mm. médecin, pédiatre, néonatologiste qui est expert en frein restrictif et tout, parce elle avait dû aller le voir pour son Mhm. premier. Et elle me dit, il est magnifique, il est adorable. Et elle m'a raconté, en fait, bon, en fait, quand on a parlé, son fils, il avait déjà 8 ou 9 ans, hein, donc ça faisait longtemps. Et elle me dit, moi, je m'en souviendrai toujours, toujours, toujours. Mon fils, il avait 1 mois et demi. Elle avait bon, une douleur pas possible. Elle était au point d'abandonner tellement ça lui faisait mal, elle avait saigné, c'était horrible. Mm. Et on lui a proposé d'aller voir ce monsieur. Elle a réussi à avoir un rendez-vous. Il me dit, et en fait, moi, tout le temps, les gens me disaient, mais regarde, mais en lui donnant des biberons, qu'est-ce qu'il va bien, qu'est-ce qu'il va bien. Et tout le monde me disait, mais regarde ton fils. Et je le regardais, mais j'étais mal. Et Mm. elle est arrivée à la consultation de ce monsieur, de ce docteur, et il m'a dit, je me souviendrai toujours. Moi, j'arrive, je commence à lui parler de mon fils, et lui, il m'arrête, il me prend la main, il me dit, et vous, comment vous allez-vous? Mm. Et après, je lui ai demandé, et qu'est-ce qu'il t'a dit après? Il me dit, je ne m'en souviens plus. Ouais, bah oui. Ça fait le problème. Je me souviens de ça. Mm. Et là, vraiment, c'est exactement ça. C'est la maman a besoin aussi de se sentir Mm. écoutée. Mm. Mm. Bien sûr. Ouais. Oui, oui, on l'oublie parfois parce que, bah, en fait, je pense que le personnel soignant, malheureusement, comme on le disait, il a tellement peu de temps que c'est direct problème-solution, go, 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 il faut passer, et ils font de leur mieux avec le temps qui leur est imparti, mais il n'y a pas ce temps d'accueil, d'écoute, et ça peut laisser des marques, hein, malheureusement. Mm.
C'est un Oui, vrai c'est sujet. pour ça justement que c'est important ces accompagnements. Et après, donc les consultantes, qui, donc dans notre métier justement, c'est fait pour prendre plus de temps aussi, parce qu'on ignore une consultation, souvent dans un suivi. Mais une première consultation, c'est rare. C'est très rare. C'est sûr. Mais écoute, merci beaucoup Esther pour tous ces éléments de réponse. C'était hyper intéressant, comme toujours, de t'écouter. J'espère que ça permettra aux parents d'y voir un peu plus clair sur voilà, la différence entre les différents types d'accompagnement qui peuvent exister. Oui. En tout cas, voilà, si jamais vous vivez un début d'allaitement un petit peu chaotique, vous n'êtes pas seul. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont formées, qui ont envie de vous accompagner. Donc il ne faut pas rester dans l'isolement. Voilà, il y a plein de solutions, mais parfois on a besoin d'un petit coup de pouce voilà, pour arriver à les mettre en place et se sentir encore accueilli. Oui, voilà. Et même, je dirais une chose aux mamans qui sont enceintes actuellement, et même les papas, les papas et filles, il faudrait qu'ils se forment un peu parce que des fois, ouais, j'accompagne ma femme pour les cours d'accouchement. L'accouchement dure des heures. L'allaitement, c'est vrai. envers l'enfant, vous l'avez pour la vie. Donc, écoutez-vous bien. Alors, quand avant de l'accouchement, de se rapprocher déjà de ces associations des femmes allaitantes. S'il y a des réunions des femmes allaitantes, c'est pas un trop d'y aller faire un tour, d'y parler et d'écouter. Ça aide aussi à se préparer pour l'allaitement. C'est important. Savoir ce qui nous attend. Oui, savoir exactement vers qui se tourner dès qu'on commence à avoir des difficultés, si on commence à avoir des difficultés. Parce que quand on est à 3 jours postpartum, on n'a pas envie d'être là à chercher une personne, à regarder les avis sur Google. Tout à fait. Ça marche. Ben, merci beaucoup Esther. Merci à vous pour votre écoute. Et à très bientôt pour d'autres échanges avec toi du coup. Oui, merci, comme vous voulez. Merci. Ciao.